Aujourd'hui, on parle condo. On va parler de la copropriété, divise, indivise, les frais de condo, la nouvelle loi. Vraiment, c'est très compliqué pour des gens. Donc, on est en belle compagnie de Félix Raget qui va tout nous expliquer sur la copropriété. Bienvenue, Félix. Merci, Christine. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça va me faire grand plaisir de pouvoir parler de condo avec toi aujourd'hui, puis pouvoir aider les gens à mieux se repérer dans toute cette grande quantité d'informations qui est accessible, mais qui n'est pas toujours très claire. Oui, c'est pour ça que tu es là, pour tout nous expliquer ça. Donc, parle-nous un petit peu de toi, ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à l'immobilier? Oui, c'est intéressant. Effectivement, j'ai peut-être un parcours un peu inhabituel, mais en fait, comme probablement beaucoup d'entre nous, en fait, je suis parti j'ai fait une dizaine d'années dans le métier de la santé, travaillé beaucoup en contact avec l'humain de très proche. Ça m'a amené à développer, en fait, j'ai un amour pour l'humain, j'ai un amour pour les gens en tant que tel. Et puis, j'ai aussi une passion qui s'est développée à travers ces années-là, qui était pour l'immobilier. Je me suis intéressé à l'investissement immobilier, à différentes choses. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'aille de l'avant avec un mouvement concret pour venir dans l'action. Puis, j'ai choisi de devenir courtier immobilier. Puis maintenant, je suis dans ma 6e année de courtage immobilier. J'ai fait un peu de courtage immobilier dans différentes régions vraiment très larges, des Hautes-Laurentides jusqu'en Estrie. Je ne me suis pas spécialisé dans aucun secteur, mais je réalise qu'aujourd'hui, dans les sujets que je voulais traiter, je trouvais ça intéressant, le condo, parce qu'il y a tellement de particularités. Puis sur le terrain, je me rends compte que les gens, ils ne savent pas trop par où prendre ça, et acheteurs et vendeurs. Donc, je trouvais un beau sujet à aborder aujourd'hui. Exactement. Fait que c'est le fun, tu vas pouvoir partager avec nous tes belles connaissances. J'aimerais ça que tu me démystifies, c'est quoi un condo, copropriété, divise, indivise? Oui, c'est une très bonne question, effectivement. On va aller avec les bases. Il existe deux grands types de copropriété. Il y a la copropriété divise, qui est la plus répandue, je dirais, quand même au Québec. C'est celle qui, chaque copropriétaire détienne une unité ils détiennent une part, en fait, qui est vraiment, ils ont un cadastre privé. Donc, il y a une partie qui leur appartient vraiment à eux, puis qui s'est enregistrée. Ils ont leur propre compte de taxes, ils ont leur propre espace, puis il y a des parties communes à travers tout ça. Puis, il y a l'autre copropriété, qui est la copropriété indivise. Donc, on voit plus ça dans les contextes des duplex, triplex. Puis la différence, c'est qu'il va juste avoir un numéro de cadastre, donc un titre de propriété. Puis c'est un peu moins légiféré, les condos indivis, en ce moment sur le marché. Est-ce qu'on pourrait dire que souvent l'indivise, c'est plus comme un duplex, un triplex, des propriétaires qui avaient eu une bâtisse, qui ont décidé de la casser en morceaux, si on pourrait dire? Oui, la fragmenter. C'est plus, oui, effectivement, c'est ce qu'on remarque sur le terrain. Il y en a moins souvent avec plus d'unités. Tout simplement parce que ça crée un peu une entente familiale, plus amicale. On répare les choses. Il y a moins souvent des fonds de prévoyance aussi, donc qu'on va aborder dans les autres sujets. Mais ça fait une entente qui est vraiment plus à l'amiable. Vraiment deux personnes qui s'entendent pour juste la gestion d'un immeuble, mais que ça vient effectivement d'un seul type de propriété. Ouais. Explique-nous, c'est quoi les parties communes dans un condo, puis c'est quoi les parties privatives? Qu'est-ce qu'il y en a? Le balcon, le garage, le passage pour se rendre? Comment on pourrait... Oui, bien c'est effectivement pour que les gens comprennent c'est quoi... on continue dans la suite du condo, c'est que dans le fond, que ce soit divis ou indivis, mais on va plutôt prendre par exemple les condos divis pour la discussion parce que c'est ce qu'il y en a le plus souvent. Il y a toujours une partie privative, donc la partie qui est vraiment que seul le propriétaire utilise, le copropriétaire, propriétaire, copropriétaire. Donc, c'est à l'intérieur de l'unité, donc à l'intérieur des murs, les planchers, les lavabos, les salles de bain, tout ça. Souvent, on dit que ça part de la peinture à l'intérieur. Oui, effectivement, ça a bien du sens. Au client, c'est plus simple. Effectivement. Puis, il y a les parties communes. Les parties communes, donc, les corridors qu'on se rend pour se rendre à toutes les portes à l'intérieur. Visualisons un 6 unités. Les escaliers, donc les corridors, l'espace sous commun aussi va avoir, tout le terrain va être un espace commun aussi. Puis, ensuite, il va y avoir la partie partie commune à usage restreint. Donc là, c'est un mélange un peu des deux. On a la portion, le plus souvent, c'est des balcons, en fait. Donc, le balcon est géré par la copropriété au complet, c'est-à-dire qu'il rentre sur le terrain de la copropriété, les frais, l'entretien, tout ça. Mais c'est seulement le copropriétaire qui peut
l'utiliser. Donc, c'est pour ça l'usage restreint. On voit aussi pour les cours, les terrasses, c'est très populaire, les terrasses en bois. C'est sur le terrain de la copropriété. Fait que le propriétaire n'a pas le droit de faire tout ce qu'il veut dessus, une certaine forme de réglementation, versus la propriété, la partie privative à l'intérieur, qu'il il peut vraiment faire ce qu'il veut, avec l'accord de ce qui est comme réglementation. Qui avertissent, c'est ça, avant de rénover une cuisine, il faut demander la permission, changer les planchers, que ça soit approuvé par le syndicat de la copropriété. Oui, il faut que ce soit approuvé, effectivement. Donc, ce serait pas mal les 3 portions des parties du condo. À travers ça aussi, ce qu'on peut noter, c'est que le garage, on n'en a pas vraiment parlé. Le garage des stationnements, c'est un cas qui va dans un ou dans l'autre. Il y a des condos qui vont l'avoir comme partie privatif, vont avoir vraiment, en fait, même un numéro de cadastre indépendant. Donc, c'est plus facile dans le cas que quelqu'un veut revendre son unité de stationnement ou qui veut même en acheter une unité supplémentaire aussi. Quelqu'un qui arrive à un endroit et qu'il y en a juste une unité qui vient avec le condo, il va des fois vouloir avoir un deuxième, ou quelqu'un qui n'a pas d'unité, il va pouvoir soit le louer ou le vendre, mais le vendre dans ce cas-ci. Tandis que si c'était sur un terrain commun, usage restreint, il y a pas les réglementations ne sont pas aussi fluides, c'est pas aussi facile de pouvoir changer les titres de propriété. Puis les stationnements, c'est un peu le même principe aussi. Garage ou stationnement, là, selon s'il y a un cadastre indépendant ou pas. Par rapport au pied carré, parce que les gens parlent beaucoup, un contracteur va parler de pied carré brut. Nous, quand on voit un listing, on fait du pied carré net. Donc, souvent, les gens ont la perception de dire hey, j'ai 1200 pieds carrés, j'arrive chez eux, je leur dis oups, vous en avez 1100 ou 1050. Ils ont perdu un 150 pieds comme ça, puis ils me disent tout le temps c'est le balcon. Peux-tu nous expliquer comment ça fonctionne, le certificat de localisation, les pieds carrés? Oui, c'est un point super intéressant, effectivement, parce que quand on achète sur plan, étant donné que les divisions intérieures ne sont pas encore terminées, ils ne savent pas vraiment la portion qui ne sera pas utilisable, la portion qui va être utilisée pour des canalisations de plomberie ou des ventilations, des choses comme ça, qui prend empiété sur l'espace intérieur à l'intérieur de la peinture, comme tu disais. Donc, ils donnent la superficie vraiment de mur à mur, puis ça donne une superficie brute, donc vraiment la superficie la plus large qui peut exister. Tandis que la superficie nette, c'est une fois qu'il est construit, là, on vient vraiment calculer à l'intérieur de tous les murs, mais toutes les parties vraiment qui sont une partie privative. Donc, on exclut les parties pour les canalisations ou même les murs en tant que tels, pour vraiment calculer c'est quoi le pied carré réel dans lequel j'habite en ce moment. Puis les balcons, tout ça, c'est parce qu'effectivement, là, on passe des années puis on voit que les gens, c'était un peu plus confus, mais là, plus ça va, plus les gens comprennent. Mais le balcon, effectivement, ça ne fait pas partie des espaces calculés en pieds carrés, ni les garages, ni les stationnements non plus. Quand on voit une superficie sur Centris, par exemple, ça va être vraiment la superficie nette. Donc, la personne elle rentre dans sa porte de maison, puis c'est ça qui lui appartient comme usage. C'est directement chez elle. Puis dans le fond, tous les murs de division aussi, qu'on n'a pas le droit d'ouvrir, qui appartiennent à la copropriété, eux autres aussi sont soustraits. C'est ce qui fait en sorte qu'on a une plus petite superficie. Mais au moins, on sait que c'est les vrais pieds carrés qu'on utilise comme propriétaire. Oui. Donc, puis souvent, les gens vont chercher à faire un prix de vente au pied carré parce que ça se compare bien des pieds carrés utilisés et non des pieds bruts. Oui, c'est vrai, tout à fait. Qui gère tout cela? Comment ça fonctionne, la gestion d'une copropriété? Je veux m'acheter un condo, mais là, moi, je ne suis pas habituée, je ne connais rien là-dedans. Comment ça se passe? Il existe, principalement, il y a le syndicat de copropriété qui existe et qui est, en fait, ça se trouve être des membres qui sont élus par les copropriétaires. Je reviens encore dans l'exemple il y a 6 copropriétaires dans une unité. Il va y avoir certains membres qui vont composer le syndicat, qui vont avoir la fonction plus officielle de devoir enregistrer les décisions, puis de devoir gérer le fonds de prévoyance, gérer le fonds de prévoyance, gérer les décisions. Mais tout ça va aussi par vote avec les copropriétaires. Mais c'est l'entité, en fait, le syndicat, ça se trouve être une entité légale qui est créée. Donc, c'est séparé des humains, mais c'est les copropriétaires qui vont la créer en tant que telle. Dans le fond, c'est par vote. Fait que si quelqu'un veut se présenter comme président, mais personne l'aime, il ne sera pas élu. Aussi, exactement, c'est ça. Fait que dans le fond, les rôles ne sont pas attribués par dictature, mais vraiment par démocratie. Puis Oui, quand même, parce que c'est les gens eux-mêmes qui éluent un président, un secrétaire. Exact. Puis même si on n'est pas sur le conseil d'administration du syndicat en tant que tel,
copropriétaire a quand même droit à son vote selon son pied carré qu'il a, son utilisation, le pied carré, puis le stationnement selon le... C'est là qu'on appelle ça la quote-part. La quote-part, exactement, c'est ça. Puis ça, c'est très important pour comprendre ça va être quoi le... Parce que la quote-part affecte les droits de vote, mais affecte aussi les dépenses. Oui. Donc, tout le segment dépenses, si on compare, là, je vais peut-être un peu patiner vers ce sujet-là, par rapport à quand on pense à une maison, par exemple, c'est le propre propriétaire qui gère tout son information de la toiture, les fenêtres, Comment il budgète ses rénovations, son entretien. Exactement. Tandis que là, on fait de la copropriété, donc on budgète avec d'autres personnes. Donc, il y a des réglementations qui ont été mises en vigueur qui sont là pour encadrer le tout et pour qu'il puisse avoir, que l'argent soit attribué au bon poste, si on veut, comme une maison aussi, mais là, il y a un poste d'opération courante que, les gens, ils font le déneigement, ils font le gazon avec ça, ils font de l'entretien ménager, ils payent des gens pour l'entretien ménager, des choses comme ça. Ça va rentrer dans tout ce qui est des opérations courantes. Il y a le fonds de prévoyance, que là, on entend beaucoup parler, plus ça va, qui est vraiment pour tout l'entretien de la structure du bâtiment. Donc c'est le toit, la brique, les fenêtres. Oui, exactement. Les corridors, les ascenseurs, le gym. Les balcons aussi, qui sont des parties privatives, ces espaces-là. Donc là, c'est ça qui est super intéressant que ça existe. Donc ça force les gens à budgéter en fait à chaque mois, de déposer des fonds pour que ça soit réparti de manière adéquate tout au long de l'année, selon les postes, donc l'opération courante, le fonds de prévoyance. Puis il y a un autre fonds maintenant qui s'est créé récemment, le fonds d'auto-assurance qui est en lien avec si un sinistre, puis qu'il y a une réclamation à faire, souvent il y a un montant déductible que la compagnie d'assurance va demander à payer avant de commencer à faire des remboursements de sous. Puis donc ce montant-là a été mis en place pour dire, OK, on veut toujours que ce montant-là soit toujours disponible en fait. Que ça ne vienne pas interférer, qu'on vienne faire la toiture, puis oups, on n'a pas de fonds pour payer le... Dos chez M. Jean en bas, puis là, il faudrait tout payer de notre poche, finalement. Exactement. Fait que c'est déjà prévu, puis on a déjà parce que des fois, c'est des 10 000, des 20 000, ça dépend de la copropriété. Ouais. Combien de sinistres qu'ils ont eu? Si on arrive dans une copropriété, puis qu'il y a eu 5-6 dégâts d'eau, leur fonds d'assurance est beaucoup plus élevé parce qu'ils sont plus difficiles à assurer. Ouais. Ça, souvent, les gens n'y pensent pas à ça, j'ai remarqué, les acheteurs. Oui. Puis pour continuer sur les assurances, la différence donc, entre une maison puis un condo, c'est que au niveau des assurances, il va y avoir en fait, nous comme copropriétaire, on va assurer l'intérieur de la peinture, donc toute notre partie intérieure, l'unité de base qu'on a achetée, mais aussi tout ce qu'on a fait comme rénovation. Donc si on a changé la cuisine, puis ça a augmenté la valeur, l'assurance va être en lien avec ce qu'on a mis comme valeur comme ajout, effectivement. Et puis, il y a une autre assurance qui est pour toute la portion commune. Fait que là, ça passe par le syndicat. Ça passe par cette entité-là qui va gérer les fonds de prévoyance, puis va gérer des opérations courantes, mais quand même, on contribue pareil. C'est juste qu'en fin de compte, on se trouve à avoir deux assurances versus une maison, qu'on a juste une assurance pour tout. Parce qu'on est propriétaire des murs, des toits, des fenêtres, etc. Et des biens à l'intérieur. Et des biens à l'intérieur, exactement. Peux-tu nous démystifier tout ce qui est les frais de condo? Parce qu'il y en a des bas, il y en a des chers, là, les gens sont mélangés là-dedans, ils ne veulent pas payer trop cher, mais en même temps, s'ils n'ont pas mis assez d'argent, puis là, ils font des cotisations spéciales. Puis ça, maintenant, aujourd'hui, on le déclare. Quand on prend le mandat, il faut le dire qu'il y a une cotisation spéciale, c'est pas le frais de condo. Explique-nous un petit peu le tout, s'il te plaît. Oui, donc c'est une excellente question pour les frais de condo. Ouais. Les frais de condo, pour démystifier, c'est quoi cette affaire-là, quand les frais sont bas, sont hauts, puis c'est sûr qu'il faut comprendre le portrait d'ensemble, mais pour parler juste des frais directement, c'est que les frais de copropriété servent à répartir dans les trois postes qu'on parlait. Donc le poste d'opération courante, le poste de fonds de prévoyance, puis le fonds d'auto-assurance. Si quelqu'un a une maison, normalement, quand quelqu'un a une maison, puis pour ça, je peux faire référence à une maison encore une fois parce que les gens comprennent mieux ça versus le condo. On sait que notre toiture arrive dans 5 ans. L'objectif, normalement, de tout propriétaire diligent, ils vont commencer à cotiser, ils vont commencer à mettre des sous de côté pour le toit. Changer son toit. Exactement. Puis, si jamais aussi il y a des imprévus, on suppose que le bon propriétaire va avoir des sous minimalement de côté un peu pour revenir s'il y a un dégât de plomberie ou quoi que ce soit. Mais là, en copropriété,
au-delà de notre unité de peinture à peinture, l'unité privative, on doit s'occuper de l'entretien de toute la bâtisse au complet, donc le revêtement extérieur. Les fenêtres sont souvent aussi dans des parties communes, les balcons, la toiture, mais les frais sont plus élevés, mais ils sont répartis à une charge de temps selon le nombre d'unités. Puis selon la durée de vie de la toiture, mettons, je dis un toit, c'est 25 ans, bien, souvent, après 5-10 ans, il faut déjà commencer à prévoir que dans 15 ans, il faut changer la toiture. Ouais. Fait qu'il faut commencer à mettre $1 ici et là, puis de monter un montant qui va être... Et pas d'attendre 25 ans, puis de dire on n'a pas un sou, puis là, ça coûte un toit de 300 000 sur une bâtisse. C'est de la grosse argent. Effectivement. Donc, les frais, en fait, pour, juste disons, survoler un peu les frais de copropriété, c'est que si les frais sont bas, c'est pas nécessairement une bonne chose pour la santé de la copropriété. C'est une bonne chose pour la personne qui les paye en ce moment, parce qu'il est content, ça lui coûte moins de sous. Mais un jour ou l'autre, il y aura des dépenses qui vont être à être faites. Donc, entre autres, on parle de grosses dépenses, parce que c'est juste du silicone autour des fenêtres, c'est pas nécessairement des grosses dépenses, c'est pas quelque chose qui va choquer le portefeuille de l'acheteur puis du fonds de prévoyance de la copropriété. Mais quand on parle de grosses dépenses, donc encore de toiture par exemple, c'est sûr que quand les fonds ne sont pas là, on va avoir un souci éventuellement, parce que quand on arrive au moment où le toit est dû, il va falloir que les sous soient là, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de dégâts, que ça coule puis qu'on se rentre trop loin là-dedans. Alors, ça vient tout à comment ça a été budgété au fil des années passées, comment c'est géré en ce moment, puis comment les gens voient le futur aussi par rapport à ce qu'il y a à faire. La vision du futur est importante. Effectivement. Puis c'est quelque chose qui avait une grosse lacune par le passé, que les lois ont commencé à venir appuyer ça. Ils ne sont pas encore tous en vigueur, mais il y a une bonne partie des lois qui ont déjà été introduites, qui ont déjà été adoptées, mais qui n'ont pas encore été mises en vigueur, qui est entre autres l'étude de fonds de prévoyance, qu'on arrivera un petit peu plus tard dans le sujet. Il faut penser avec pincettes, en fait, avec des pincettes quand les frais de condo sont bas, parce que c'est pas nécessairement... Il faut voir, en fait, qu'est-ce qui a été fait. Il faut comprendre un peu plus d'un tout. On ne peut pas juste analyser la donnée pour la donnée. Dans le fond, il faut aller voir les états financiers des dernières années pour pouvoir voir combien il y a eu de l'argent qui a été mis de côté, combien qui a été investi, puis combien qui s'en vient. C'est pas juste le frais de condo qu'il faut regarder. Exact, c'est ça. Il faut vraiment regarder beaucoup plus large pour comprendre le tout. Donc, faut vraiment ça analyser d'une manière plus large. On ne peut pas juste analyser d'un tel. Il faut regarder la donnée de l'âge du bâtiment, de ce qui est entretenu du bâtiment, comment ils ont géré ça, qu'est-ce qui vient d'être fait comme grosses dépenses, qu'est-ce qui s'en vient comme grosses dépenses. Puis, est-ce qu'ils ont les fonds? C'est quoi le plan pour payer les grosses dépenses? Exactement, c'est ça. Parce que, je reviens encore, je fais un parallèle. Tantôt, on parlait de copropriété divise versus indivis. Dans les cas de copropriété indivis, c'est un peu plus géré comme une maison. Que les gens vont une toiture à faire, ils vont pas toujours avoir utilisé un fonds de prévoyance, mais ils savent qu'elle s'en vient. Ils se sont parlé, disons qu'ils sont deux copropriétaires, ils vont s'être parlé depuis un certain nombre d'années, OK, on sait que la toiture est dans 5 ans, chacun gère le budget comme ils veulent de leur côté, puis il n'y a pas de fonds mis de côté pour ça, mais quand arrive le moment de la toiture, ils doivent le débourser d'un coup. Ça serait l'équivalent d'une cotisation spéciale, parce qu'ils n'ont pas de cotisation régulière. Exact. Dans des condos divis, on met les sous régulièrement pour que quand arrive la toiture, personne n'ait à sortir normalement, de chèques qui vont dire, OK, il faut que je débourse 5 000 ou 10 000 pour ma part, pour aller ma part, en fait, ma cote-part, donc ma part de dépense qui est en lien avec la dépense en tant que telle. Qui, sinon, on appellerait des cotisations spéciales. Ouais. Donc, des fois, on le voit, j'ai 400 $ à payer par mois pendant 1 an parce qu'il manque de l'argent pour le fameux toit, justement. Effectivement. Fait que ça, c'est la cotisation spéciale. Il ne faut pas la mélanger, c'est pas le frais de condo. Elle est vraiment à part. Ouais. C'est pour un rattrapage ou prévoir de l'argent qui n'a pas été mis de côté. Exact. En fond, quand on fait référence aux frais de condo, on fait référence à qu'est-ce que je dois envoyer comme chèque à chaque mois au syndicat de copropriété, qui c'est lui qui va se trouver à chapeauter les sous, puis à les gérer, puis les répartir dans des bons comptes, etc. Bon, prenons l'exemple qu'il y aurait 400 $ de frais de condo. C'est pas 400 $ qui va juste pour les opérations courantes, ou qui va juste pour le fonds de prévoyance, ou qui va juste pour le fonds d'assurance. Bon, le fonds d'assurance, habituellement, il est géré, à un moment donné, on ne met plus d'argent dedans, mais il y a des parts qui sont réparties dans l'une et l'autre, puis c'est ce qui va faire varier la grandeur, la grosseur du montant du frais de copropriété. Moi, je trouve que le condo, c'est parfait pour quelqu'un qui n'est pas habitué de budgéter.
Ça permet, je sais que ça va me coûter tant par mois, une bonne copropriété bien gérée, qu'on sait où ce que ça en va. C'est parfait. Comme ça, j'ai pas besoin à penser est-ce que j'ai besoin de changer la toiture, combien d'argent il faut que je mette de côté. Il est sur un budget, il paie son hypothèque, ses frais de condo, son assurance, son électricité. Merci, bonjour. Puis je suis bien logée. Puis je sais que ma copropriété a fait bien ça. Fait que ça, je trouve que c'est un bel achat pour ces gens-là. Qui, des fois, je vois des propriétaires de maisons, puis que la maison est vraiment tout croche. Ils n'ont pas de sous pour changer le toit. Ils n'ont pas de sous pour faire une réparation importante de plomberie. Puis, fait que là, finalement, leur bien perd de la valeur parce qu'il est mal entretenu. Oui, tout à fait. Tout à fait. On continue avec les réglementations existantes et celles qui s'en viennent. Peux-tu nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui a été fait puis pourquoi? Actuellement, ce qui est en vigueur, il y a déjà un certain encadrement qu'il y a depuis les condos, parce que les condos datent depuis quand même un certain temps, je pense des années 60 de mémoire. Mais plus précisément, il y a des lois qui ont déjà été mises en vigueur pour commencer à encadrer plus adéquatement depuis 1994, en même temps que le Code civil. Donc, il y a des lois qui viennent pour encadrer en général. Ensuite, il y a le fonds de prévoyance, c'est déjà quelque chose qui a été discuté dans ces années-là. Donc, on parle de un peu plus de 30 ans maintenant. Puis, il basait ça, il disait c'était sur 5 % de la valeur des charges communes qui était vraiment, c'était pas suffisant. Puis là, quand je dis c'est pas suffisant, je ne veux pas parler à travers mon chapeau, c'est les experts qui le disent. Et sur le terrain, on se rend compte aussi que c'est juste pas suffisant, tout simplement. Puis aussi, au moment des créations des copropriétés, il y a souvent, ils font l'édiction, la rédaction, en fait, de règlements de copropriété. Donc, c'est déjà en place ça aussi, les règlements de copropriété qui viennent encadrer est-ce qu'on a le droit d'avoir un barbecue sur un balcon, est-ce qu'on a le droit d'avoir un chien, si oui, et quelle grosseur, combien de chiens. Puis tout ce type de règlement-là, donc ils viennent encadrer un peu, même il y en a qui c'est au niveau esthétique aussi. Oui. On ne peut pas changer, on ne peut pas mettre de parasol sur notre balcon à l'arrière, on ne peut pas mettre de corde à linge, tu sais, il y a beaucoup de réglementations. Très esthétique pour garder une uniformité. Puis ça, je trouve que ça, les gens me disent « Ah, mais je suis pas chez nous, je peux pas faire ce que je veux. » Oui, sauf qu'à un moment donné, ça fait plus beau parce que si c'est ton voisin qui laisse plein de stocks sur le balcon puis des poubelles et tout, ça, comme on voit des fois dans les plex, ben c'est épouvantable, puis les chaussures dans l'entrée. Ouais. Donc, c'est des belles, moi je trouve que c'est des beaux règlements pour garder une uniformité, puis que ça soit propre et beau. Oui, 100%. Je suis 100% d'accord avec toi, effectivement. Donc ça, c'est quelque chose qui était déjà établi. Maintenant, une des grosses réformes qu'il y a eu, qui n'est pas encore, comme je disais, qui n'est pas encore en vigueur, mais qui a été adoptée en 2019, donc là, ça va faire un peu plus de 5 ans, c'était tout, il appelle ça le plan de gestion de l'actif. Donc, c'est un mélange de l'étude du fonds de prévoyance. Ensuite, il y a une gestion il y a le carnet d'entretien. Puis, il y a aussi l'inspection du bâtiment. Donc, celui-là, ce que je trouve intéressant, c'est une des révolutions majeures parce qu'on revient en fait aux frais de condo, pour comment l'analyser et tout. C'était compliqué d'analyser ça parce qu'on n'avait pas de répertoire de qu'est-ce qui avait été fait ou qu'est-ce qui est à faire. Encore moins à faire que fait. Exact. Parce que ce qui est fait, oui, on peut le répertorier un peu plus facilement, mais ce qui est à faire, c'est un peu plus compliqué. Puis pour mettre en contexte, c'est que qui gère le syndicat de copropriété? Bien, c'est des copropriétaires, souvent. En fait, c'est toujours des copropriétaires. Il va y avoir aussi des fois des compagnies de gestion externes. On voit ça plus dans... ça peut être soit pour seulement le côté financier, comme ça peut être aussi pour le côté administration des travaux. J'en avais pas parlé tantôt, là, pour ceux qui gèrent la copropriété. Plus la copropriété est grosse, plus c'est sûr que ça va être réparti, ça va être mis dans les mains de gestionnaires. Fait que le syndicat, donc le vote des copropriétaires a toujours le droit de veto sur les décisions qui sont prises, mais le gestionnaire vient dire voici comment vous devriez agir, voici ce que vous devriez faire, voici les sous où vous devrez aller. Il est guide parce que souvent les copropriétaires, si je prends 3 personnes qui sont des gens qui ne sont pas spécialisés dans le domaine parce qu'on retrouve des retraités que j'ai peut-être été éducateur spécialisé. Oui, je suis plombier, puis je sais pas, moi, j'étais massothérapeute. Donc, est-ce que j'ai les connaissances pour gérer un immeuble de 150 portes avec une toiture à quelques centaines de milliers de dollars? Ben, ils n'ont pas cette connaissance-là. C'est là que les gestionnaires deviennent super utiles, effectivement. Fait que les gestionnaires, dans le cas des grosses copropriétés, c'est intéressant parce qu'il y avait déjà un bon travail qui était fait
depuis qu'eux sont arrivés sur le terrain avec les besoins de ce qui était, puis ils ont mis des belles structures en place, etc. Mais encore dans les petites copropriétés, par exemple une copropriété de 6 ou 8 copropriétaires, puis chacun, on a des compréhensions souvent incomplètes de qu'est-ce que ça prend un bâtiment, qu'est-ce que ça prend pour qu'un bâtiment soit bien entretenu. Exact. Puis je dirais que le commun des mortels, il y a à peu près personne qui a ces connaissances-là. C'est trop spécialisé. T'sais. Même dans les maisons, les unifamiliales. Même dans une familiale. C'est pour ça qu'on engage des spécialistes pour faire maison unifamiliale, on engage un inspecteur en bâtiment qui va venir dire, bon, ben, là, je parle de l'ordre souvent des changements de titres, principalement des ventes achats, mais avec les condos, c'est le même principe. Fait qu'on se retrouvait avec des situations que le fonds de prévoyance, le monde était diligent, il voulait bien faire, mais il ne savait pas, en fait. Il ne savait pas ce qui allait venir comme dépense, donc ça l'a créé des déficiences monétaires et d'entretien de bâtiments qui, là, avec cette loi-là, en fait, va venir corriger grandement. Il y a déjà un bon nombre de copropriétés qu'on voit sur le terrain qui ont mis en vigueur. Oui, ils sont à l'heure. Sont à l'ordre. Ils ont déjà fait une étude de fonds de prévoyance, puis ils ont déjà une bonne compréhension de leur bâtiment. Puis là, ils ont commencé à adapter leurs décisions financières par rapport à ça. Ça, c'est génial, mais il y en a une grosse partie de copropriétés qui ne l'ont pas fait encore. Pour le plan de gestion de l'actif, on part dans l'idée qu'au départ, c'est un spécialiste qui vient vérifier le bâtiment. Donc là, il s'en vient faire une inspection du bâtiment au complet pour nous dire, la toiture qui est supposée durer 30 ans, puis là, ça fait 10 ou 15 ans, est-ce qu'elle a encore 15 ans de durée de vie ou elle a vieilli plus rapidement, etc. Fait qu'il vient actualiser, poser, voici l'état de tout votre bâtiment, comme on ferait pour une maison, mais là, on le fait pour la copropriété qui est plus entière. Et puis, ils viennent aussi soulever des problèmes autres. Ils peuvent, comme un inspecteur aussi ferait, tiens, il y a une place qui peut avoir une fuite d'eau ou qui a déjà commencé à avoir une fuite d'eau, etc. Fait qu'on vient actualiser, en fait, la compréhension du bâtiment. On vient remettre ça dans un document pour dire, OK, bien, voici l'état de votre bâtiment. Ensuite, on veut faire un carnet d'entretien. Donc là, dire qu'est-ce qui doit être prévu pour les 25 prochaines années. Puis, combien ça va coûter? Combien ça va coûter? Très, très important. Parce que la toiture d'aujourd'hui a un coût, mais dans 20 ans, il faut être capable de prévoir un coût supérieur. Oui. Ah ouais, donc, c'est vraiment un gros travail qui doit être fait sur chaque immeuble. Puis moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au début, quand il y a un nouvel immeuble, le contracteur va dire « Ouais, 5 c'est bien parfait, merci. Il se lave les mains, il dit « vos frais de condo vont être 350 par mois. » C'est beau, les gens sont contents, ils budgètent ça. Finalement, un an après, on revote un budget. On vient de tomber là, à 450 $ les frais de condo. Fait que ça, c'est dans les constructions neuves, je le vois tout le temps. Là, les gens s'impliquent au début. Ça va bien, l'immeuble est neuf. Mais c'est quand il commence à vieillir que là, il faut commencer à penser, hey, on a 30 portes de patio à changer. On a 70 fenêtres en avant. Fait que là, à un moment donné, puis le toit, fait que là, c'est là où je vois que c'est super important. Que là, il y a certains immeubles qui viennent de se rendre compte là, que les frais s'en viennent. Fait que c'est pour ça que on avait... C'est quoi la statistique de gens que leur copropriété? Selon les sources, il y a du 40 à du 55 %. Fait qu'on pourrait dire à peu près 1 sur 2 immeubles il manque de fonds. Là. Il manque de fonds. Là. Il manque beaucoup de fonds, pas juste quelques milliers de dollars là, pour ces affaires-là. Puis d'ailleurs, j'ai vu des gens qui vendent leur copropriété parce que, justement, il y a des frais à venir et ils ne sont pas capables de rajouter un 5 000 $ par année net, là, de dire, il faut que je dépense ça de plus mis de côté. Ouais. Alors, ça fait des ventes tristes parce que ces gens-là... pas partir, hein. Non. Puis là, c'est encore plus de frais parce que là, le déménagement, etc. Fait que... il va falloir penser à ça quand on achète. Il faut vraiment, vraiment bien regarder. Ah ouais, 100%. Moi, ce que je trouve ça fabuleux parce que c'est des points que il y avait beaucoup de militants, si on veut, là, pour le condo ils se battaient pour que ça puisse arriver. Puis c'est arrivé. Puis là, c'est encore là, comme je dis, c'est pas encore en vigueur. Fait que les copropriétés ont encore le choix d'attendre. Les petites copropriétés attendent un peu plus longtemps parce que, bon, il y a l'impression que l'impact est moins grand. C'est peut-être vrai, peut-être ça l'est pas, mais c'est ça. Fait que c'est super intéressant comme document. C'est des documents qui sont lourds quand même, qui a beaucoup d'informations dedans. Mais si on vient à l'essentiel,
entre autres, moi, je trouve ça fascinant, là, la fameuse 25 ans de prévision, puis il y en a même qui font ça sur 60 ans. Ouais. J'ai vu ça. C'est impressionnant. 60 ans de dépenses, tu sais, qui va budgéter ça pour une maison ou pour jamais personne? Donc, le 25 ans, ça vient vraiment, puis comme tu disais tantôt, c'est vraiment ce que la toiture aujourd'hui qui coûterait, je sais pas moi, 50 000 $ à faire sur un immeuble de 12 logements, mais là, elle va coûter combien dans 15 ans? L'inflation. Exactement. Donc, il y a même des actuaires qui viennent se mêler à travers dans ces documents-là pour la gestion de l'actif pour déterminer comment est-ce qu'on fait pour calculer l'inflation de ça. Bon, c'est ça. Fait que c'est pas précis, mais quand même, c'est important parce que ça donne une bonne idée. Oui, c'est ça. On est plus proche de la réalité en tant que telle que... En cours de route, ils vont pouvoir s'ajuster. Ouais. Mais... Puis d'ailleurs, ce qu'ils proposent dans cette réglementation-là, puis c'est pas encore je répète, c'est pas encore en vigueur parce que je reviens en boucle. Au départ, il disait que ça va se faire aux 5 ans. Il va falloir qu'ils se refassent cette évaluation du bâtiment-là. Puis pour réactualiser, puis ce qui est normal, parce qu'on le fait une fois, puis on attend encore 15 ans, on vient de se mettre dans la même situation peut-être qu'on l'était par le passé. Fait qu'en gardant ça plus proche, bien, ça se dit, OK, quand les bâtiments vont rentrer là-dedans, il va y avoir un suivi. Là, le 5 ans n'est pas voté officiellement. Fait que peut-être pour les plus petites propriétés, ça va peut-être être plus long comme délai. Là. Ouais. Mais ça donne déjà une bonne idée de par où ça s'en va là-dedans. Ce qui est une excellente nouvelle, parce que notre parc immobilier est vieillissant, il y a de l'usure, puis il faut prévoir, puis nos acheteurs, nos propriétaires, souvent ils achètent, là, puis ils ont mis toute la mise de fonds, tout ce qu'ils ont comme argent de libre, bien, sur la mise de fonds, le déménagement, la taxe de bienvenue, etc. Puis là, ils sont serrés, ils sont à la gorge. Là, bonne nouvelle, les taux d'intérêt descendent, mais tu sais, je suis gelé à un taux d'intérêt, fait que ça ne me donne pas de l'argent de lousse pour si on a des cotisations spéciales, fait que c'est important à prévoir. Oui. Ah oui, tout à fait. Puis, tu sais, sur le terrain, hein, on en voit beaucoup parce qu'on est souvent là sur le terrain. Je vois un immeuble récemment que les cotisations, les frais mensuels de condo étaient à 450 $ par mois. Puis, on va voté une cotisation spéciale, fait que pendant une année, c'est 650 $ par mois. Wow. Fait que la personne, quand j'accompagne un acheteur puis je vais voir ce condo-là, mon acheteur me dit c'est trop cher comme frais de condo, mais en même temps, il faut que j'explique que ça fait partie d'une cotisation, ça ne va pas être là à 100%, mais ça ramène encore à avoir une compréhension globale de ce qu'il y en est. Parce qu'on se fie juste aux chiffres, les gens vont partir en courant parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi c'est ce prix-là. Il n'y a pas de service, on ne paye pas nécessairement pour un gym, on ne paye pas pour des terrasses sur le toit ou quoi. On est même plus standard là, ou avec moins de services en tant que tel. D'où c'est important d'être accompagné par un bon courtier qui est capable de bien, parce que ça fait partie de ton travail, d'analyser tout ça puis de regarder si la copropriété elle est saine, parce que on veut bien guider notre acheteur. Si on sait qu'il y a des cotisations de 15 000 qui s'en viennent, ben c'est correct d'acheter. Mais je vais acheter peut-être moins cher parce que je sais que je vais avoir de l'argent à mettre de côté, mais il faut que je l'aille aussi de disponible. Oui. Ah oui, c'est ça. Encore hier, j'ai rencontré un client qui commence à chercher dans les condos. Puis elle me disait, j'ai peur des cotisations spéciales. Mais ça dépend. T'sais. Si, pareil condo, de l'autre bord de la rue, il a fait sa toiture, puis donc on est correct dans le budget, puis lui, il n'a pas fait sa toiture, puis ils n'ont pas les sous pour, bien, ça veut dire qu'il faut qu'il se vende en conséquence avec ce manque-là à gagner que, nécessairement, lui, comme acheteur, va devoir débourser sa poche. Donc, c'est important pour vous autres, les vendeurs, de bien comprendre que si vous avez votre rencontre là, de copropriété qui s'en vient, de bien regarder le budget, puis penser que quand vous allez vendre, que ce soit actuel les chiffres pour pas que vous perdiez de la valeur quand vous allez vendre. Ah oui, c'est 100%, c'est vraiment... Mieux c'est géré, mieux que c'est. Hein? Ah oui, définitivement. Dans la continuité de cette fameuse plan de gestion d'actifs-là, je passe beaucoup de temps là-dessus parce que je trouve ça super important. Il y a l'étude de fonds de prévoyance. Bon, ça, c'est fameux. C'est là on parle vraiment d'analyser le montant qu'il y a dans le fonds de prévoyance. On en est où? Est-ce que c'est juste par rapport à tout ce qui s'est passé? Puis là, on va recouper tantôt les frais de condo qu'on disait. Sont-tu bas? Sont-tu hauts? Est-ce qu'ils sont à la bonne place? Donc là, c'est là qu'on rentre dans l'analyse plus précise de c'est quoi le montant qu'il y a dans le fonds de prévoyance? Qu'est-ce qui est à venir? Donc là, on recoupe toutes les informations vraiment pour aller englober le tout de l'entretien de l'immeuble. Puis dans les scénarios, parce que c'est fait par des professionnels, donc dans les scénarios qui sont proposés, il y en a un qui dit, bon ben, avec votre situation actuelle, voici où vous allez vous trouver dans 25 ans. Ouais. Bon, la plupart du temps, c'est dans le rouge. On n'arrive pas dans les frais s'ils restent dans le même scénario. Ouais. Donc, c'est là qu'on voit que les gens, ils manquent de fonds. Ouais. Donc, ils manquent de fonds, pas nécessairement parce qu'ils manquent de fonds demain pour faire un toit, mais pour dans 5 ans ou pour dans 10 ans ou quoi que ce soit.
Il y en a que c'est pour plus proche aussi. Mais puis dans les scénarios proposés, bien là, ils vont proposer différents scénarios de rattrapage, qui va être un qui va être plus rapide. Les frais de condo sont à, je sais pas moi, 300 $, puis là, on les met d'un coup à 425 $, puis après ça, on suit l'inflation. Ouais. Ou sinon, on y va avec une augmentation plus haute que l'inflation, puis ça donne des scénarios, puis ça donne vraiment des beaux outils aux copropriétaires pour pouvoir prendre des décisions éclairées de comment ils veulent gérer leur bâtiment. Puis au moins, c'est tout le monde qui vote ensemble. Ou si, encore une fois, vous avez toujours un droit de vote, votre part pour dire, moi, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, puis où est-ce que je vais aller. Ouais. Puis tous les syndicats de copropriété, c'est quoi leur rôle exactement dans tout ça? Parce que là, on parle des dépenses. Eux autres, ils font quoi, le syndicat? Bien, eux autres viennent chapeauter, ils viennent prendre des décisions, ils vont gérer le fonds de prévoyance, ils vont faire... c'est comme si on pourrait dire que c'est l'équivalent d'administrateur un peu à l'interne pour représentant les voix des copropriétaires. Donc, ils vont venir, c'est ça, principalement c'est par rapport aux finances pour décisions, mais ou même bouger l'argent, payer les comptes. Ils vont faire des actions comme si c'était le propriétaire de l'immeuble. Ouais. Mais dans le fond, les gens délèguent le droit parce qu'ils nous ont voté. Fait que ça devient aussi, c'est du bénévolat. Les gens qui travaillent dans le syndicat, il y a certains syndicats, on voit ça dans certains cas, qui vont payer un peu les gens qui travaillent au syndicat selon certaines actions. Oui, selon certaines actions. Mais dans le principe de copropriété, il y a une partie qu'on va devoir s'impliquer un peu, en fait. Fait que ça peut être soit dans le syndicat ou ça peut être même, on voit certaines copropriétés aussi qui vont même déléguer des tâches. Au lieu de payer un déneigeur, ils vont dire, ben nous, on va les déneiger pareil, les marches d'entrée, on va arroser nos plantes, on va balayer. Mais ça, je le vois plus dans les petites copropriétés, une implication, puis justement, ils disent, bon, on veut garder nos frais bas. Fait que chaque semaine, ben moi, je balaye l'entrée, l'autre semaine d'après, fait qu'ils ont chacun leur tour. Ou un va dire, moi, j'aime jardiner, moi, j'aime pelleter, fait qu'ils se font des tâches. Ou finalement, il y en a un qui aime tout faire, ben ils vont finir par le payer un peu, tant qu'à être sur place. Ça aussi, j'ai vu ça. Par contre, dans la grosse copropriété, c'est là où certaines personnes qui disent, moi, là, je veux mettre la clé dans la porte, je veux pas avoir de trouble. Mais la grosse copropriété n'aura pas de participation comme ça physique. On le voit plus comme il va y avoir un vrai déneigeur, un bon déneigeur avec sa charrue et tout qui va venir. Fait qu'on le voit plus que les gens, quand ils veulent pas s'impliquer, je dis aller dans la plus grosse copropriété, pas être obligé de s'impliquer non plus dans le syndicat, mais au moins, je dirais aux gens, il faut toujours aller voter. Parce que le problème, c'est que là, les gens, il y a juste un petit pourcentage qui se ramasse là en plus. Le monde, j'en ai, là, dit, je me suis jamais impliqué, j'ai rien vu. C'est correct. Mais après ça, c'est le fun de la connaître, ta copropriété, puis de savoir où est-ce qu'elle va ton argent. Est-ce que c'est bien géré, puis de s'impliquer. C'est une réunion par année, c'est pas grand-chose. Je trouve que ça vaut la peine de savoir, puis de comprendre, puis de savoir où est-ce qu'on s'en va. Oui, on n'avait pas parlé de ça, effectivement, que dans une des particularités des copropriétés, c'est que les copropriétaires ont minimalement une réunion par année. Même quand je parlais de loi qui encadre la copropriété, c'est marqué dans les déclarations. Il faut qu'ils se réunissent une fois par année, il faut qu'ils fassent un budget, il faut qu'il y ait un fonds de prévoyance. Puis c'est là que toutes les décisions financières. En fait, il y a un bilan le bilan de l'année passée fiscale, puis après ça, le budget qui s'en vient, puis les décisions, où est-ce qu'ils vont, les sous, qu'est-ce qu'on juge prioritaire. Parce que oui, il y a un carnet d'entretien qui peut être là, mais il peut y avoir d'autres surprises qui arrivent, il peut y avoir d'autres priorités qui reviennent, il peut y avoir des économies même qu'ils font, puis ils peuvent décider de mettre l'argent ailleurs. Bon, c'est rare qu'il y ait des économies, absolument. Comme dans toutes, les frais augmentent, mais bon, c'est ça. Fait que c'est super intéressant ces réunions-là pour que les gens puissent savoir ce qui se passe dans leur copropriété. Je pense que c'est important d'aller participer, d'au moins voir. Pas obligé de parler puis de lever la main sur tout, mais au moins d'être présent puis de comprendre. Je trouve que ça vaut la peine. Oui, 100%. On parle maintenant des nouvelles réglementations, de tous les changements prévus. On a quand même touché au sujet. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer là-dessus? Dans le fond, dans ce segment-là, entre autres, il y avait le plan de gestion de l'actif qui est une nouveauté, mais qui n'est pas une nouveauté parce que c'est en vigueur, mais c'est pas en fait, ça a été voté, mais c'est pas en vigueur. Dans les autres aspects à parler de ça, il demande une transparence plus grande. Donc là, je remonte il y a peut-être bien des années, avant même que moi je sois courtier, que c'était plus mystérieux les chiffres, l'information était peut-être moins accessible. Puis plus ça avance, plus il demande une meilleure gestion, mais il demande aussi une transparence des chiffres. Donc, puis on revient sur le rôle du syndicat aussi un peu.
nous, les courtiers immobiliers au Québec, on a déjà un document qui s'appelle la demande de renseignement au syndicat de copropriété qui vient un peu recouper cette demande de transparence-là. Donc, quand on accompagne un acheteur, on va demander... en fait, quand on accompagne un acheteur, mais c'est pas vrai. Ça peut être aussi qu'on accompagne un vendeur. Effectivement. En fait, pour la même transaction. Exactement. On va demander, en fait, à ce qu'un formulaire d'environ une vingtaine de questions soit rempli par un membre du syndicat. Donc là, on n'est vraiment plus dans la déclaration au meilleur des connaissances comme une déclaration du vendeur qu'on connaît, mais plutôt une déclaration par un membre du conseil d'administration qui, lui, doit donner l'information qui est juste, puis il va mettre sa signature, son sceau de véracité, si on veut. Il est responsable en plus. Exact. Donc là, puis là, on vient recouper des informations qu'on avait déjà, mais qu'on veut avoir. Donc, on veut avoir minimalement, c'est quoi qu'il y a dans le fonds de prévoyance? Est-ce que la personne, c'est quoi ses coûts mensuels, pour être sûr? Parce que dans la déclaration du vendeur, on déclare au mieux les connaissances, mais il pourrait avoir une erreur. Exact. Ensuite, on va déclarer là-dedans s'il y a des contraventions, s'il y a de l'arriérage financier aussi. Donc, vraiment pour comprendre s'il y a des cotisations spéciales qui ont été votées. Très, très important. S'il y a une cotisation qui est spéciale qui a été votée, donc le vendeur le sait, bien là, il faut qu'il y ait une décision qui soit prise. Qui va assumer cette cotisation spéciale-là? Ouais. Est-ce que c'est le vendeur ou c'est l'acheteur? Exact. Puis c'est quoi le pourcentage? Exactement, parce que ça dépend. La cotisation, depuis quand elle est là, elle touche quel type de rénovation. Fait que là, on rentre tout dans les détails plus précis de transaction par transaction, ou là où on va être très utile, nous, comme courtier immobilier, parce que on peut pas, je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui, c'est ça à faire. Il n'y a pas de règle précise. Exactement. C'est du cas par cas. Oui, c'est vraiment du cas par cas. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils veulent aussi implanter pour s'assurer que ce soit une obligation du transfert d'informations, mais qu'on utilise déjà, nous. Les notaires aussi, d'ailleurs, l'utilisent. Ils font le même principe. Quand ils vont faire la vérification en fait, le transfert du titre, avant de faire le transfert du titre, ils vont vérifier le même principe auprès des syndicats pour s'assurer d'avoir l'information à jour. Y a-t-il de l'arriérage, etc. Comme ils font avec les comptes de taxes municipales, comme ils font avec les autres choses. Puis des fois, ils peuvent prendre nos documents de nous, courtiers, puis des fois, si notre document est un peu trop âgé, ils vont en prendre leur propre document à eux. Oui, exactement. Ça, c'est aussi des bonnes nouvelles de ce qui s'en vient. Puis ils ont demandé que ça soit vraiment, que ça devienne obligatoire, là, que le syndicat ne puisse pas dire non, je ne veux pas le faire ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour que cette transparence-là qui soit présente. Puis dans les autres choses qui sont là aussi, ou qui sont à venir, en fait, qui sont à venir, il y a la location à court terme aussi, que dans le fond, tout ce qui est Airbnb, entre autres, le logement locatif, on a déjà vu une vague quand même la vague de Airbnb qui est arrivée sur le Québec, puis par ça, la vague de réglementation qui a suivi. Il y a des pouvoirs qui ont été donnés aux copropriétés de décider à l'interne s'ils veulent permettre d'avoir ça. En plus, là, on ne parle pas de la réglementation municipale, parce qu'il y a la municipalité aussi en droit de regard pour commencer là-dessus, mais au niveau de la copropriété, ils peuvent faire ça. D'ailleurs, avant d'acheter un condo, si on veut le louer, faire de la location, que ce soit du long terme, du court terme, il faut toujours vérifier les règlements, l'entente de copropriété puis les règlements, parce que des fois, ils ont voté des règlements à part. Oui. Puis, comme tu disais tantôt, des chiens, des chats, des petits chiens, des gros chiens, barbecue. Est-ce qu'on peut fumer? Encore une fois, il y en a qui ont passé aussi par rapport aux potes, tout ce qui est drogue. C'est pas toléré, c'est pas accepté partout, même si la loi est passée qu'on a le droit. Il y a des condos qu'on n'a pas le droit. Donc, c'est important avant d'acheter. J'avais un client, justement, et je dis, t'as pas de balcon, puis tu pourras pas fumer. Alors, est-ce que tu es prête à l'acheter pareil? Fait que pour lui, ça a été de dire, au moins, ça va être une possibilité pour moi de moins consommer. Fait que, bon. Il est obligé de sortir pour aller faire sa marche. Ou arrêter, exactement. Non, mais c'est quand même important parce que c'est des styles de vie que on pense que parce que c'est un règlement puis c'est une loi qui a été votée, que je peux faire ça partout chez moi. Mais non, pas nécessairement. C'est ça. Fait que c'est un détail quand même important. C'est super important. Puis ça, on est tout dans la description. Oui, pardon. Non, mais j'ai aussi un autre client, c'était un chien. Il a demandé à la courtier qui avait le condo à vendre, est-ce que c'est accepté les chiens? Oui, c'est toléré, pas de problème. Il n'a jamais vérifié la documentation. Il a juste acheté ça comme ça. Et non, il n'avait pas le droit. Fait que le syndicat, il a été obligé de vendre le condo. Là, il m'a appelé, il m'a dit, c'est là que moi, j'ai vendu son condo, j'ai trouvé un condo où est-ce que les chiens étaient acceptés. Parce que ces pauvres enfants n'avaient plus ils n'avaient plus le droit d'avoir le chien. Si on ne respecte pas les règlements de la copropriété, ils ont le droit de nous forcer à se débarrasser de l'animal.
J'ai vécu aussi un cas avec un perroquet. Donc, si l'animal, quand on quitte, il crie ou il jappe à tue-tête puis il dérange tout le monde, ils ont le droit d'envoyer un avis. Puis 30 jours, en dedans de 30 jours, il faut avoir enlevé l'animal de là. Ouais. Fait qu'il y a des choses importantes à savoir dans les règlements, je trouve. 100%, vraiment 100%. Il y a beaucoup de choses à analyser dans une copropriété pour bien comprendre dans quoi on s'embarque, comparativement encore à une maison. Une maison, on est vraiment plus maître de chez soi, mais là, les règles de la ville. C'est ça, c'est exactement. Mais la copropriété, il y a d'autres réglementations supplémentaires parce que c'est sûr que si on regarde prix versus pied carré, peut-être qu'on peut s'en sortir à meilleur coût dans un condo quelque part en termes de coût d'achat. Mais il faut prendre en considération tous ces aspects-là. Pour notre style de vie. Exact. Ouais. Si je veux faire du party, de la grosse musique tout le temps, ça ne fonctionnera pas. Bien, dans le fond, c'est ça, dans les descriptifs de copropriété qu'on pourrait avoir, pour comprendre ce qu'il y a dans le parc immobilier en ce moment qui existe, là, parce que peut-être qu'il va y avoir d'autres innovations un jour, mais c'est sûr qu'à partir de ces 4 étages et plus, il doit absolument avoir un ascenseur. Donc, ça va être super intéressant pour toute personne qui qui se voit vieillissant, mobilité réduite, ou tout simplement qui se disent « OK, habiter au 4e étage, c'est bien beau, mais quand je rentre mon épicerie, j'ai pas le goût de me faire un entraînement. » Donc, fait que ça, c'est quelque chose de super intéressant qui arrive, mais dans les plus petites copropriétés, on ne le voit pas. Donc, il faut vraiment sélectionner lesquelles qui vont avoir ça. Ensuite, selon aussi un nombre d'étages, à partir d'un certain nombre d'étages, je pense encore là que c'est 4. Pour le béton, en béton, là, il doit y avoir une construction en béton. La structure est toute en béton en tant que telle. Donc, on parle d'insonorisation, en fait, en dessous du plancher, en bois ou peu importe. Il y a vraiment un espace en béton qui est plus épais que dans les plus petites copropriétés. Puis qui va, le gros avantage, c'est l'insonorisation. Donc là, on entend à peu près pas ou jamais ou rien du voisin d'en haut. Et donc, le voisin en bas ne nous entend pas aussi, selon à quel étage on est. Puis, oui, c'est ça. Fait que ça, c'est pour le béton. J'ai même vu une cliente, elle avait un piano à queue. Puis elle aimait ça jouer tard. Et puis, pour elle, c'était ça. Il fallait être sûr qu'on ait une bonne insonorisation. Ouais. Et on a trouvé le condo, mais tu sais, c'était pas partout que ça aurait pu rentrer un piano à queue, là. Ouais. Alors, dépendamment de nos activités et tout, il faut prendre ça en considération. Puis si j'arrive dans un plus petit condo, plus petit format, quand tu parlais des 6, bien souvent, il n'y a pas beaucoup d'insonorisation. Fait que si un écoute de la musique forte ou marche fort du talon, ça se peut que l'autre l'entende en bas et vice-versa. Donc, il faut vraiment penser qu'on doit respecter un peu plus les autres, finalement, l'environnement. Ouais. De faire attention aux voisins. Je monte les marches, puis je monte fort du pied. Ben ceux qui sont de chaque bord vont entendre. Fait que ça, je pense que c'est important de savoir où se constituent nos besoins quand on veut acheter une copropriété. Oui. Puis il y a des copropriétés aussi qui offrent certains services. Donc, il y en a qui ont des piscines aussi, il y en a qui ont des terrasses sur le toit, il y en a qui ont des gyms. On voit ça quand même régulièrement. Évidemment, encore là, pas dans les petites copropriétés, mais dès qu'on va à un peu plus grosse copropriété, il y a souvent ce type de service-là. Puis, donc là, il y a l'avantage d'avoir les services, mais on paye aussi pour les services. Donc ça va jouer sur les frais de condo dans ce que ça coûte en tant que tel. Il y a une autre chose aussi qu'on n'a pas encore touchée, c'est les voitures électriques. Les espaces de stationnement de voitures électriques. Les contracteurs, ils disent aux gens, vous pouvez en acheter. C'est vrai. Mais il va y avoir des frais à ça. Puis ils sont obligés, les copropriétés, d'avoir un accès, d'en mettre quelques-uns. Mais à un moment donné, ils vont être saturés. Fait que faut être dans les premiers, je pense que c'est important. Tous ceux qui pensent avoir une voiture électrique, d'être dans les premiers à le demander parce qu'à un moment donné, il n'y aura pas, si la copropriété a 50 espaces de parking, peut-être qu'ils vont juste être capables de rentrer 20 espaces électriques. Ils n'ont pas été construits avec la capacité d'en avoir 50 dans le temps. Fait qu'aujourd'hui, ça va être différent, mais dans le temps. Fait que ça, je pense que j'ai un client qui est en train de vendre sa voiture électrique parce que justement, il s'est fait dire oui, je vais pouvoir avoir c'est dans les réglementations, mais finalement, il n'y avait pas assez d'espace pour lui et il y avait une voiture électrique et dehors. Donc, je pense que c'est important de regarder ça. Ah oui, dans les points étudiés pour... Ça s'en vient, là, hein? Oui, tout à fait. On s'en va vers le virage électrique, puis si ton auto, tu stationnes au travail, il n'y a pas de borne, puis là, tu t'en vas chez vous, il n'y a pas de borne, à un moment donné,
Tu vas prendre l'autobus. Exact. Tous ces changements-là, est-ce que ça va avoir un impact, tu penses, sur les valeurs des condos? C'est quoi ton opinion, Félix? Hey, on va bien entendu, ça me fait plaisir de t'entendre aussi, mais c'est sûr que le grand changement que je vois par rapport à, encore là, l'étude de fonds de prévoyance, c'est ce que je vois le principal point, c'est que le jour où tout le monde va être obligé de mettre à jour leur finances actuelles sur 25 ans, on va vraiment savoir toutes les propriétés qui ont des difficultés financières, puis à quel point ils ont des difficultés financières. Ouais. Donc, encore aujourd'hui, il peut y avoir des acheteurs qui sont peut-être un peu moins diligents ou même des copropriétés qui sont moins bien organisées, il manque de l'information. Mais c'est sûr que ça va avoir un impact sur la valeur de manière négative, je crois, pour une partie des copropriétés définitivement, parce qu'il va y avoir une défiance. En fait, c'est qu'il va y avoir, quand je dis un impact sur la valeur, c'est-à-dire que si le marché du condo continue à augmenter, bien, eux vont être défavorisés. Donc, ils vont soit être beaucoup plus longs à vendre, ils ne vont pas se vendre tant qu'il n'y aura pas des corrections qui vont avoir été faites, tant qu'il n'y a peut-être pas un montant qui va être mis peut-être dans le fonds de prévoyance, ou carrément qu'ils vont devoir vendre à rabais. Quand je dis à rabais, c'est par rapport à une propriété qui aurait été bien gérée. Exact. Donc, ils vont être pénalisés quelque part un jour ou l'autre, c'est presque sûr. D'ailleurs, je le vois déjà, c'est ça, c'est que dans l'analyse de documents que je fais avec les clients, quand j'accompagne un acheteur, c'est sûr que je vois ça régulièrement, qu'on fait juste passer ce condo-là, on ne va même pas le visiter. Il est beau être beau, puis il a beau être super bien rénové à l'intérieur. Si la coquille, puis la gestion, c'est pas faite de manière... puis je pense pas qu'il y en a de parfaite encore. Il n'y en a pas vraiment de parfaite parce qu'il faudrait vraiment qu'il y ait tout soit... En fait, il y en a peu de parfaite, mais il y a une différence entre parfait puis d'avoir été tranquille pendant... C'est ça, là. Parce que le parc... Si on est à 80 %, c'est quand même pas pire. Oui, c'est celui qui est à 30 %. Là, c'est là que ça blesse plus. Puis, on est dans un bon marché, la copropriété, ça se vend bien, mais on voit que ça a un impact déjà financier, la copropriété qui est mal gérée, puis qui a plus de difficultés, en tout cas. Ça va avoir un impact financier. Puis un jour, si on aurait beaucoup de propriétés à vendre en même temps, évidemment, ça ferait ce que tu as dit. Les bien gérés vont se vendre, puis les mal gérés, puis qui manquent d'argent, ben ils vont rester beaucoup plus longtemps sur le marché, puis ça va blesser les copropriétaires et tout le monde. Ça va blesser, effectivement. Puis, dans les autres phénomènes, c'est sûr que quelqu'un qui a budgété déjà en ce moment à 350 $ par mois son frais de condo, la journée où on dit ça devient à 450 ou à 500, ça fait une différence de 2500 par année. En fait, c'est que dans le sens que je dis 2500, là, c'est pas le bon calcul, mais en tout cas, un montant X, mais c'est ça. Fait que la personne va être capable de rester même propriétaire. On ne parle même pas de changement de quelqu'un qui achète ou qui vend. C'est ce que ce propre propriétaire-là va pouvoir... Puis c'est ça un peu qui est une forme de résistance qu'il y a, parce que quand on dit aux gens, bon, ben là, on était dans le champ, là, on veut faire du rattrapage pour corriger la chose. Le monde ne veut pas toujours faire du rattrapage en 100% d'un coup parce que ça fait une hausse de frais de condo qui est trop élevée. D'où il faut penser dans notre budget toujours une augmentation possible des frais de condo pour du rattrapage. Fait que présentement, ça serait le conseil à donner à tout le monde. Ah oui, définitivement. Définitivement. Moi, plus les frais de condo sont bas, plus je prépare la personne, l'acheteur, à lui dire « Regarde, cher acheteur, calcule que ça devrait être ça. Pour cette grosseur de condo-là, ça devrait être à peu près ça. Selon l'année, ça devrait être à peu près ce montant-là. Fait que calcule que tu as une hausse à venir dans les X prochaines années. Puis ça s'en vient, là, comme c'est pas obligatoire, mais ça s'en vient. Donc, c'est ça. Fait que oui, c'est un super de bon conseil à donner, effectivement. Puis, ce que je voulais dire aussi là-dessus, c'est que ce que je trouve vraiment fascinant avec ce projet de loi-là, en fait, cette loi-là, c'est que je reviens encore avec tantôt, qui gérait la chose, puis d'où on avait l'information, mais le fait que je vois ça très positif à quelque part, ce qui s'en vient. C'est là, il va y avoir une passe difficile à passer, mais quand tous les gens vont avoir facilement accès à l'information, que l'information va être claire, puis que je n'aurai pas besoin d'être un spécialiste en bâtiment pour savoir que mon bâtiment est bien entretenu, que je vais avoir délégué ça dans les mains vraiment de professionnels. Si je parlais justement inspecteur, actuaire, bon, ben, tous ces spécialistes-là qui viennent faire, je vois ça très, très positivement, mais une zone de friction quand même. Une zone d'adaptation plutôt. Turbulence. Turbulence, oui, c'est ça, exactement. Ils ont tout intérêt
à leur prochaine rencontre, de lever la main puis de dire, écoutez, où est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'on est prêt? Comment ça va se passer? Parce que ça va avoir un impact quand vous allez vendre. Alors, déjà, tous ceux qui sont copropriétaires devraient s'impliquer puis... Surtout si c'est pas fait, si c'est pas déjà fait, puis même si c'est fait, de comprendre aussi, parce que j'ai vu des cas aussi, un cas récemment que ils ont fait une étude de fonds de prévoyance, ils ont reçu les scénarios proposés, mais ils n'ont pas voté pour que ça change. Oh non! Oh, donc, dans les scénarios qu'ils ont, là, il y a 4 scénarios. Là. Les scénarios où on ne bouge rien, puis les scénarios où on bouge quelque chose un peu, ou rapidement, un peu moyen, un peu plus tard, etc. Puis ils n'ont pas changé. Fait qu'ils ont l'information. Fait que quand j'ai conseillé mon acheteur à ce moment-là, je dis, regarde, on a l'information, mais ils n'ont pas bougé. Là. Fait que bon, c'est sûr que le déficit, il s'en vient dans 15 ans, selon le tableau, mais quand même, ils vont avoir un déficit. Fait que... Chaque année, il prend du retard. C'est au lieu de mettre un 5 à 10 $ de plus, ben, ça va être des centaines, des milliers de dollars de plus, parce que prends un axe puis il change de juste d'1%, ben, ça fait toute la différence ta destination où tu vas te rendre. Donc, c'est un très mauvais choix, ça. Puis même, ce qui est fascinant aussi dans ceux que j'ai vus de bien gérer, c'est que quand les gens ont mis les sous au bon moment, mais les sous sont, tu sais, pour le toit, c'est une toiture, ça dure 25 ans à peu près. Fait que là, ils commencent à mettre les sous la 10e année, mais ils ont 15 ans d'accumulation de sous pour la toiture. Fait que ces sous-là ne vont jamais, normalement, sortir pour autre chose, d'accord? Fait que donc, ils s'accumulent, mais là, les gens commencent à placer l'argent. Fait que là, ça devient... En fait, tout ce qu'ils font, ils ont des placements, là, comme n'importe quel déplacement. Fait que c'est le syndicat qui va gérer les placements ou la compagnie de gestion, puis ils vont faire des sous. Fait que là, ces sous-là vont alléger la charge financière de tout le monde. Fait qu'au lieu de mettre des placements de mon côté pour payer pour ma maison, là, ça passe par le syndicat. Fait que je trouvais, ça n'arrive pas souvent, mais dans certains cas, j'ai vu ça, puis je trouvais ça bien intéressant. Tu sais qu'au début, quand j'ai commencé en immobilier, il y a des fois, les gens étaient copropriétaires, puis disaient, ben, j'ai mis 5 000 $ dans le fond, puis ils repartaient avec son 5 000. Oui. Écoute, c'était, ça fait longtemps, à une autre époque, et puis les gens disaient, ben non, c'est mon 5 000, c'est moi qui l'ai mis dedans pour éventuellement changer la toiture, je suis pas d'accord, je repars avec. Fait qu'au début, quand j'ai commencé en immobilier, on gérait ça. Une chance que les temps ont changé parce que c'est comme... parce que les gens ont l'impression, puis ils n'ont pas tort, c'est mon argent, j'ai mis. Pour un toit, je ne profiterai jamais. Mais c'est parce que je vais vendre une... Sinon, c'est comme... Tu vas vendre un déficit aussi, tu sais, puis encore comparé à la maison, c'est ça. Tu sais, si on compare deux maisons qui sont, il y aurait les mêmes caractéristiques, le même quartier, chacun de l'autre bord de la rue, il y en a un qui n'a pas fait sa toiture. Sa toiture est due dans quelques années, en fait. Il n'est pas nécessairement, elle coule pas, là, tu sais, mais elle est due dans quelques années, puis à court terme, puis il y a d'autres choses, les fenêtres, là, commencent à être fatigués, tous les mécanismes, etc., puis l'asphalte aussi, puis l'autre, ils ont toutes fait ces rénovations-là en dedans de 5 ans, là, c'est un court terme aussi, mais la valeur, ça va paraître, hein? Donc le condo, c'est le même principe, puis c'est ça. Mais la différence de la maison, c'est que tu le vois direct. Mettons, je vends à 800 000, celui qui tout est fait, ben je vais vendre peut-être 775 ou 750 l'autre. Ben la valeur, le vendeur ne donnera pas son argent là, mais il va la perdre. Oui, il va la perdre, c'est ça, exactement. Il ne l'a pas investi, donc il la perd. Tandis que le condo, si je ne l'ai pas mis dedans, ben je vais être obligé de vendre moins cher. Fait que ça revient au même. C'est soit qui est dans mon fonds de prévoyance où on a fait tel travaux, ou je vends moins cher parce que j'ai une compensation. Il faut le regarder comme ça, finalement. Alors, on donne beaucoup de bons conseils, hein? Oui. En as-tu d'autres conseils comme ça, là, encore, pour nos acheteurs, nos vendeurs de condos? Y a-t-il quelque chose qui vient en tête? Pour les acheteurs, dans le fond, ça va recouper un peu ce qu'on a déjà parlé, mais c'est sûr que quand on s'intéresse à une copropriété, au-delà de ce qui est à l'intérieur de la peinture, ben là, c'est de s'intéresser à ce que les états financiers des dernières années, de s'assurer de comprendre en fait c'est quoi les chiffres, comment ça a été géré, puis par où ça s'en va. Donc par les états financiers, il y a aussi par la lecture des procès-verbaux également, qui vont retracer les décisions qui sont prises par rapport aux chiffres, parce que les chiffres, c'est juste des colonnes avec des chiffres, mais de comprendre c'est quoi la discussion, qu'est-ce qui est l'humain derrière ça, comment c'est géré. Puis, c'est un point que je trouve ça super important que, surtout les gens qui ne connaissent pas encore la copropriété, de savoir dans quel type de copropriété vont arriver. C'est-à-dire, c'est qui leur voisinage, c'est qui leur copropriétaire, est-ce que ça convient? Tu sais, on a parlé tantôt de s'impliquer plus ou moins.
Ensuite, c'est qui nos voisins? Est-ce que c'est des voisins qui sont, est-ce qu'ils sont conscients? Est-ce qu'ils sont conscients de, est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'ils vont de l'avant quand les décisions sont prises pour mettre plus de sous ou il y a une réticence? Est-ce que c'est quoi le type d'énergie qu'il y a là-dedans, de synergie entre les gens? Et ça, je trouve ça super intéressant de se renseigner là-dessus. Ensuite, de retracer encore là les travaux qui ont été passés, les travaux qui s'en viennent futurs. Là, quand je dis retracer, parce que si l'étude de fonds de prévoyance et qu'il y a un entretien, bien là, on lit ces documents-là. C'est fun, c'est clair. Exact. J'aime ça. J'aime ça. Quand on arrive sur des documents de copropriété, tout est bien, c'est clair, tu lis ça, c'est facile, ça coule, puis... Exactement. Puis si on ne l'a pas, bien là, ça prend plus de compréhension, plus d'analyse, plus de posage de questions. Ça peut même des fois déranger un peu, mais il faut aller chercher le plus d'informations possible pour acheter en toute connaissance de cause. Puis, dans cette optique-là, c'est sûr que d'être accompagné par un courtier immobilier qui est expérimenté, ça va donner un grand coup de main parce qu'il y a quand même beaucoup à savoir. Puis, pour ne pas oublier des éléments très importants qui pourraient nous mettre en défaveur en fait, dans la situation ou d'avoir payé trop par rapport à quelque chose qui ne vaut pas, en fin de compte, parce qu'on nous a manqué une information quelque part. D'être bien accompagné, c'est sûr que ça reste un des conseils très important. Oui, définitivement. Pour les acheteurs, effectivement. Pour tous ceux qui veulent vendre une copropriété, aurais-tu des conseils pour eux? Pour les copropriétés, ben, je vais retracer, je vais retrouver ce que tu dis tantôt. Tu disais de se préparer. En fait, de se préparer, c'est de comprendre comment notre copropriété est gérée pour commencer. Puis s'il est géré KO, de pouvoir voir comment on peut amener notre grain de sel puis amener des idées dans notre copropriété pour que ça puisse changer puis que ça puisse s'améliorer pour éviter de perdre la valeur à notre copropriété. Donc, de pouvoir s'assurer aussi d'avoir les documents facilement accessibles parce qu'on a une liste de documents. Hein, quand on rencontre un acheteur, nous, on donne une liste. Voici ce que tu dois nous remettre. Tic, 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 tic. Puis là, ça en fait beaucoup. Encore récemment, un acheteur, ça y a pris quand même 7 jours de me remettre les documents. Puis il y avait des documents qu'il n'y avait pas. Fait qu'il a dû aller à son syndicat puis revenir. Lui, il est en préparation de vente. Il n'était pas encore au moment où il voulait vendre tout de suite. Mais fait que là, c'est intéressant parce qu'il a pu vraiment faire ce travail-là. Exactement. Oui. Ça, c'est super intéressant pour un vendeur. Après ça, des conseils plus usuels, bien, il y a de faire du home staging, là, donc la valorisation immobilière, de comment placer, décharger, selon la situation de chacun, évidemment, mais plus on peut mettre en valeur, plus on va chercher potentiellement de la valeur pour notre unité. D'ailleurs, des fois, j'ai des petites familles, puis ils ont 2-3 enfants, sont dans une copropriété, puis là, ils achètent une maison. Fait que pour décharger, ils m'avaient toutes bourré leurs 2 voitures de stock de bébés. Tout était rendu dans les autos, c'était comme ça débordait. Mais en dedans, ça paraissait pas qu'il y avait des enfants. Tout était épuré, tout était parfait. Puis on a envoyé chez ma mère, puis chez ma belle-mère. C'est comme... Fait que, mais pour mettre en valeur, il avait fait ça. Ouais. Puis on a vendu de même. Parce que si c'est bondé de stock, parce que souvent on quitte un endroit parce que c'est trop petit, ben il faut le désembourber pour le mettre en valeur, définitivement. Ouais. Puis le conseil numéro 1 pour donner de la valeur à une propriété, d'après toi, c'est quoi? Mon instinct aurait dit de juste aller corriger tout ce qui peut être corrigé facilement. Des petites rénovations. Cool. Ouais, c'est ça. Dans le mur. C'est ça. Tu sais, des choses qui vont, soit si on n'est pas habile de le faire par quelqu'un, mais que ça va pas coûter très très cher, qui va pouvoir se faire facilement aussi, c'est pas des travaux majeurs. Puis tout ce qui fait qu'il pourrait agacer quelqu'un qui vient visiter chez soi. Toutes les choses qu'on peut faire, ça serait ça, moi, que mon idée. Ma liste numéro 1, c'est justement la peinture. La peinture, c'est celui qui est le moins cher. Je trouve qu'il donne un éclat, qui donne un effet de propreté nouveau. Parce que des fois, mes planchers, si je fais juste peinturer tout clair, je trouve que ça change tout le look. Mais c'est pas tout le monde qui est prêt à peinturer. Puis après ça, dans les, comme tu as dit, des petites choses qui sont pas brisées, un robinet qui coule, une poignée de porte défectueuse. Oui, je trouve que c'est des... Les tiroirs de cuisine, oui. Les vis sont pas resserrées ou il manque une poignée. Oui, oui. On s'habitue avec ça, mais... Mais lui, l'acheteur, il fait comme hop! Fait que si on est capable de faire ça, je trouve que ça vaut la peine. Puis désencombrer, évidemment, garder des surfaces propres puis que ça sente bon. Tu sais, une litière de chat, faut qu'elle soit propre parce que ça sent. Oui, ça c'est difficile à contrôler, surtout dans les petits espaces. Là, t'es arrivé comment gérer ça? Parce que là, les chats, on peut pas les mettre peut-être dans la voiture ni avec la litière, c'est plus compliqué. Je l'ai vu!
La litière dehors! Hey, moi, je la vends chez nous, puis on met la litière de chat dehors. OK. Oh oui, écoute! Mon chat fait les visites avec les acheteurs. OK. Fait que quelqu'un qui n'aime pas les chats serait malheureux chez nous. Un chat à suivre, mais on le demande avant, on le demande aux gens, sinon on la mettrait dans le garage. Mais c'est important. Puis des chiens, il faut les sortir de la maison parce que des chiens, ça peut faire peur aux gens. Ouais. Ça, y en a qui ont vraiment une peur bleue. Fait que tu veux pas avoir ça là, comme situation à gérer. Sinon, dans les autres conseils, comme vendeur, d'être transparent dans tout ce qu'il y a à déclarer qu'on connaît la copropriété, ce qui va à une continuité de comme vendeur de maison aussi. Là. Le vendeur de maison, ça passe beaucoup, je trouve, par la déclaration du vendeur. Copropriété aussi, mais encore là, comprendre sa copropriété, puis qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi les déficiences, c'est sûr que plus on connaît ce qu'on vend, mieux c'est. Du coup, le courtier... D'engager un courtier compétent aussi va aider beaucoup pour tous ces conseils-là qui vont pouvoir, au lieu d'avoir le visage dedans, on a quelqu'un qui est plus détaché, qui est expérimenté. Donc ça va... Ça fait partie de nos connaissances comme courtier d'être capable de lire les états financiers, regarder la santé financière de la copropriété, puis d'avoir son propre courtier qui travaille pour soi, puis qui travaille avec nous pour nous, ça fait une différence. Ouais. J'ai beaucoup de gens, je vais appeler, ils pensent qu'ils vont sauver du temps, de l'énergie en appelant juste le courtier inscripteur, puis dire, maintenant, ça prend une équipe, ça prend quelqu'un qui s'assoit puis qui dit, hey, moi, je vais m'asseoir avec toi. Quelqu'un qui appelle à l'agence, il va avoir son propre agent qui va s'occuper de lui. Je trouve que ça fait la différence parce que je veux connaître qu'est-ce que j'achète puis comment, où est-ce qu'elle va mon argent puis est-ce que je vais être capable de vivre là 20 ans à venir. Puis la particularité de la copropriété, c'est que ça s'adresse au premier acheteur. Ça s'adresse aux jeunes familles. Ça s'adresse quand je me sépare. Puis, oups, on vend la maison familiale, on se sépare. Oups, on vend la grosse maison, un couple, ils veulent rapetisser. Oups, je m'en viens en copropriété. Elle fait beaucoup d'étapes, beaucoup plus que juste une unifamiliale. Fait que le condo, ça adresse là, tellement d'étapes de vie. Puis, il y en a, c'est du court terme, puis d'autres, c'est du très long terme. J'ai du monde, ça fait 30 ans qu'ils sont dans le même condo. J'ai du monde qui font là 1 an, 2 ans. C'est une situation passagère au lieu d'être locataire. J'ai vendu ma grosse maison. Le whoop, j'ai une nouvelle blonde, on déménage, on rachète quelque chose ensemble. Fait que c'est de passage. Fait que je trouve que la copropriété est intéressante parce que veut pas un jour ou l'autre, on dirait qu'on y passe tout par ce passage obligé finalement, ou presque. Ouais. Tu sais, aurais-tu quelque chose d'autre encore que tu aimerais partager à nos auditeurs sur ta belle connaissance sur la copropriété? Bien, je trouve que c'est... En fait, la copropriété, je vais recouper ce que tu as dit aussi. Je trouve que c'est un type de propriété qui peut être un excellent choix pour bien des gens. Puis, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter peut-être à des peurs ou à quoi que ce soit. Ça reste un bon investissement. On le voit que ça fluctue moins que des propriétés, mais ça prend toujours de la valeur aussi quand même. Puis, ça amène... Il y a plein de côtés positifs à ça, donc de s'amener une paix d'esprit quand on s'en va de là. Il y a une partie de la gestion qui est répartie à autre personne. Ça nous donne une aide pour gérer le budget. On devient aussi... Ils sont plus facilement accessibles financièrement, donc devenir propriétaire rapidement puis rentrer dans le marché immobilier, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup véhiculé parce qu'à ce moment-là, on commence déjà à profiter des hausses de marché. Si on attend pour acheter une maison puis ça nous prend 2 ans de plus, bien, la maison va avoir augmenté sa valeur, tandis que si on est déjà en condo, bien, à ce moment-là, on vient de commencer à bâtir notre capital, puis même peut-être avoir du plus-value avec le temps, si on est chanceux, puis si le marché est toujours favorable. Donc, ouais, ça reste, moi je trouve que c'est une belle propriété. Puis, toujours prendre en considération tout le reste aussi, donc il faut le faire en toute connaissance de cause. Donc, oui, il y a des belles réglementations qui sont là, qui s'en viennent, etc., mais de s'assurer qu'on le fait de manière intelligente puis bien guidée dans le processus. Bien, merci beaucoup pour toutes tes belles informations, Félix. Ça a été très intéressant, merci, pertinent. Puis si jamais on a d'autres questions, on s'adresse à toi. Tu restes disponible pour répondre. Hein? Certainement.